si vous voulez bien, qui disait 6 mois après, voilà, on n'a rien trouvé, on va fermer le trou, ils appellent ça le trou, et on rentre bredouille. Pratiquement notre chef, il a chaque fois, ce qu'ils font, je ne sais pas s'il a visité, si vous vous êtes intéressé un peu comment ils vivent, il y a une sorte de patron, si vous voulez bien, le chef de groupe, il paye généralement la nourriture à tous ces travailleurs-là, chaque jour. Oui. Mais quand, disons, quand ils ne trouvent rien au bout d'une certaine période, vous pouvez travailler 6 mois, 8 mois, vous n'aurez rien d'autre si on ne trouve pas du minerai au fond du trou. Donc vous êtes payé quand vous trouvez du minerai? Quand oui, uniquement. Autrement, vous sinon vous mangez, vous rentrez à la fin. Donc c'est un problème aussi qui va être transporté au niveau de la famille et pratiquement ça va créer des conflits entre l'homme, disons le mari et la femme parce qu'il n'a rien amené. On va croire que peut-être il a passé 6 mois à ne faire que de boire pratiquement. Le respect du code du travail. Oui. Ah oui, les assurances. Oui, tout ça. Vous allez contacter des enfants de quelques 12 ans, 13 ans qui se donnent à cette activité minière alors que la loi n'autorise pas que ces gens justement fassent un tel travail. Sans compter les dégâts dans les ménages, les divorces, le concubinage, la prostitution. J'ai fait une démonstration de la chose à Boutihinda par exemple. Pratiquement ce qu'il y a là-bas, j'ai développé en démontrant que d'abord il y a beaucoup d'abandon scolaire. Et les jeunes garçons vont dans le creusement de l'or. Et les jeunes filles vont devenir les 3e, 4e, 5e, 6e femmes des exploitants de l'or. Et l'administration, comme pour juguler ce phénomène, ils font payer des amendes de 100 000 francs, de 200 000 francs. Or, quelqu'un qui manipule 3 millions, 6 millions, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, payer 100 000 francs, c'est un jeu d'enfant. Donc, il est capable de se faire 20 femmes. Et en payant chacune 200 000 francs, ça ne cause pas de problème. Oui, mais maintenant, par rapport à ça, il devrait y avoir, il y a sûrement des mécanismes prévus, peut-être pas au Burundi, mais sur le plan international, des mécanismes prévus pour assurer la transparence. On parle notamment de l'ITIE, qu'est-ce que c'est, et ça signifie quoi, comment ça s'applique au Burundi, quels sont les défis pour que ça soit appliqué au Burundi? Pratiquement, l'ITIE, ça veut dire quoi, ITIE en toutes lettres? Initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. Voilà. Et c'est quoi exactement, ça consiste en quoi ça? En quoi ça consiste? En fait, au départ, c'est une organisation qui existe en Norvège, je crois, à Oslo. Et il a été développé, ces mécanismes qui les privilégient ont été adoptés par la CIRGL. Comme quoi, en appliquant les principes de l'ITIE, qui sont au nombre de 12, on pourrait arriver à une certaine stabilisation. Alors dans cela, il y a la notion de traçabilité, la notion de sa certification, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'un minerai qui quitte par exemple Bujumbura, il est certifié minerai qui quitte Bujumbura pour ailleurs. Ça veut dire que même si arrivé aux États-Unis, celui qui achèterait ce minerai saura que ça vient de Bujumbura. C'est ça? Et pourquoi ça aide en quoi le pays finalement? Je vais vous le dire. Je vais le dire. Alors maintenant, la traçabilité, c'est pour qu'on sache, ce sont uniquement 2 éléments que je prends comme exemple. La traçabilité, c'est qu'on sache le lieu, à partir du lieu d'extraction jusqu'à la dernière destination. Il faut que quelqu'un qui vient faire un audit sache comment ce minerai a-t-il évolué. Mais la question maintenant qui se pose, si quelqu'un trouve ce minerai à Boutihinda, n'est-ce pas, à Kamaramagambo, et il va à Kabanga, mais qui pourra savoir? Personne. Donc ça nécessite également des mécanismes de contrôle. Justement, ça nécessite des mécanismes de contrôle au niveau de l'exploitation. Est-ce qu'on peut avoir des mécanismes de conformité, avoir des mécanismes de contrôle pour que dès le départ, on puisse frapper de tels sauts du Burundi, tel minerai? Voilà. En fait, si vous voulez, ça s'inspire de ce qu'on appelait la loi de Dodd-Frank, une loi d'un Américain qui a été proposée aux États-Unis pour la transparence dans la gestion de la chose publique. On a cru qu'en appliquant cette loi Dodd-Frank,
on puisse quand même parvenir à aider les pays à contrôler ce genre de traitement des minerais. Mais on voit le mécanisme au Congo, justement, par rapport à ça. Au Congo, justement, la loi existe. La loi est en train d'être appliquée. Et qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Justement, c'est qu'il y avait beaucoup de stocks. Beaucoup de stocks qui étaient gérés par des généraux. Mais comme ils n'osaient pas les faire passer dans des circuits officiels, parce qu'il faut les frapper par le sol justement du Congo, et ils préfèrent les garder. Donc il a beaucoup de stocks qui sont gardés, qui sont cachés au Congo, parce qu'avec ce nouveau système. Maintenant, ça veut dire qu'avec le nouveau système, on parvient à contrôler donc ces minerais. Malheureusement, on est au niveau vraiment élémentaire. On est au niveau élémentaire, à tel point que, par exemple, un minerai qui est exploité ici à l'est du Congo, tu penses que ça pourrait être frappé par Kélesso, alors que justement, ce n'est pas connu par le Congo. Donc, ce sont des questions réellement qui se posent, c'est-à-dire comment contrôler. D'abord, on ne sait pas exactement où se trouvent les minerais, ni au Congo, ni au Burundi, parce que je vois comment les histoires de wolframite sont nées dans ma région. Personne ne savait ce que ça voulait dire. Est-ce que ça existait avant? Mais à un moment donné, les gens ont compris ce que ça voulait signifier. Et les populations se sont données à cette exploitation de ce minerai, le wolframite. Maintenant, je dois vous dire qu'il n'y a pas de mécanisme de contrôle chez nous. C'est sur ma colline. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle. Quelqu'un, il vient, voilà, il dit, il achète une propriété, et si ça m'appartient, alors mais désormais, je vais donner au propriétaire, disons, 100 millions, et ça y est, moi, je deviens propriétaire. Alors, toi, propriétaire, tu peux exploiter ça et vendre ça au Rwanda, parce que les gens de chez moi, c'est pas très loin du Rwanda, les gens vendent ça au Rwanda, pas à Bujumbura. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas sûr que c'est contrôlé. Ils traversent les frontières la nuit, ils traversent des frontières non connues. Tout ça sont des problèmes qui s'opposent. Oui. Est-ce que, monsieur l'ingénieur, est-ce que c'est vrai qu'on a un mécanisme de contrôle qui pourrait nous aider, Litier, mais est-ce que ça a un caractère contraignant? Est-ce que les États, connaissant la opacité de gestion des États africains, même dans d'autres secteurs, autres qui génèrent même moins de fonds que les mines, est-ce qu'on peut se faire des illusions? Est-ce qu'il y a un caractère contraignant? Est-ce que ces grandes multinationales qui viennent chercher de l'or, est-ce qu'ils y trouvent un intérêt quelconque pour appliquer ce système? Oui, en fait, c'est deux choses. D'une part, l'ITIE, si vous voulez bien, s'occupe beaucoup plus de la transparence au niveau des relations entre l'État et les opérateurs privés. Qu'est-ce que l'ITIE exige? C'est que le pays déclare tout ce que les opérateurs privés payent à l'État. Donc les recettes, tout ce qui rentre au niveau de l'État, ils veulent que ça soit publié. Donc la société X, la société Y paye par exemple pour le permis d'exploitation autant. Il faut bien que cela soit publié dans un journal, donc que ce soit connu de tout le monde, que ce ne soit pas quelque chose de caché. Et qu'est-ce que l'ITIE aussi, si vous voulez bien poursuivre, c'est que ces recettes générées par le secteur soient gérées de façon transparente par le gouvernement. Parce qu'ils disent, écoute, il faut bien que les minerais soient plutôt un moteur de développement et non quelque chose qui est détourné par peut-être une partie des individus ou que l'État fasse comme il veut, si vous voulez bien, pour sa gestion, sans tenir compte que ça vient pratiquement de l'intérieur du pays et ça vient pratiquement de certaines communes et que la commune est aussi quelque chose en retour. Donc c'est principalement ça pour l'ITIE. Mais il y a aussi autre chose en rapport avec le trafic illégal. Ça, disons que l'ITIE ne regarde pas directement le trafic illégal. C'est pas ça. Ça peut être, si vous voulez bien, une conséquence de l'application des principes de l'ITIE, mais ce n'est pas son objectif. Il y a par contre l'application de la loi Dodd-Frank, comme disait la loi américaine. Là, c'est une loi justement qui a été, disons, c'est aux États-Unis qu'on a mis ça en œuvre. Ils voulaient contrôler réellement si les gens
qui ont fait l'exploitation sont aussi bénéficiaires de cette richesse, si vous voulez bien, souterraine. Parce qu'on peut faire travailler des ouvriers, même le pays peut ne presque rien avoir et toutes les recettes pratiquement appartiennent uniquement à l'entreprise. Et c'est un peu cela, la loi Dodd-Frank dit nous voulons suivre toute la chaîne de production pour voir réellement si tout le monde bénéficie de cela au niveau du premier exploitant, disons les creuseurs qui sont là. Donc, ils ont imposé aux entreprises américaines de montrer d'où proviennent toutes ces... Donc, en résumé, c'est la moralisation, oui, voilà, de leurs entreprises. Maintenant, au Burundi, est-ce qu'il y a un projet par rapport à ça? Oui, par rapport à ça, au Burundi, donc il y a l'ITIE, si vous voulez bien, pour la transparence. Et à côté de la transparence, vous avez aussi, comme il parlait de la certification, on est en train effectivement de commencer, de démarrer avec la certification. C'est déjà fait pour la mine de Kivuvu, la mine de coltan de Kivuvu, avec la société Taminco. Ils ont déjà émis, je crois, le premier certificat. Donc pour dire, voilà, nous reconnaissons votre mine dans le circuit. Maintenant, c'est enregistré, on peut, toute votre exploitation, donc toute l'exploitation pourra être connue même ailleurs. On saura que ça provient de la mine de Kivuvu. Par contre, il y a d'autres mines, si vous voulez bien, de coltan, de cassitérite, de wolframite, qui ne sont pas encore tracées. Et pour le traçage, si vous voulez bien, pour donc, cette traçabilité, il y a des techniques, si vous voulez bien, modernes aujourd'hui, avec, si vous voulez bien, la digitalisation. Il y a ce qu'on appelle l'analytic of fingerprint, qu'on fait en fait pour le minerai en question. C'est prendre un échantillon du site, l'analyser au niveau du laboratoire de pétrographie minéralogie, avec les appareils, si vous voulez bien, assez modernes. Et alors, on sait donner, dire une empreinte de la roche en question, donc du minerai en question, et dire qu'il provient de Kivuvu et non de Bururi ou de Makamba, par exemple. Donc, on sait plus ou moins l'identifier du point de vue technique. Donc, c'est, voilà. Et c'est ça la certification donc, on a commencé aujourd'hui avec un projet allemand, si vous voulez bien, au niveau de la coopération allemande. Il y a ce service qui aide le gouvernement burundi aujourd'hui à passer à cette certification-là. C'est la même société, la même coopération allemande en fait qui a aidé au Congo et qui aide aussi au Rwanda pour la certification des minerais. Est-ce qu'il y a des sanctions qui seraient prévues pour quelconque gouvernement ou organisation qui n'entre pas dans son mouvement métier? Disons que pour eux, c'est plus le problème technique identifié. C'est comme si on vous donnait un nom. On va dire monsieur tel, qui provient de telle commune de recensement, etc. Donc, on sait identifier ce minerai-là. Donc, ça veut dire qu'on peut lutter, si vous voulez bien, contre le trafic. Parce que, si par exemple, des minerais proviennent du Rwanda, passent par Kivuvu, avec cette technique, on sait dire, écoute, oui, je vois bien c'est du coltan, mais ça ne vient pas de chez vous, ça vient d'ailleurs. Et dans ce cas, on n'achète plus. C'est de comprendre. Oui, c'est le système en fait que vous devez comprendre. Oui. Cette opacité, je me dis bien qu'il y a des multinationales qui en profitent de cette opacité. Oui, ce n'est pas mauvais pour tout le monde. C'est justement pour dire qu'au bout de la chaîne, quelqu'un qui amène les minerais qui ne sont pas de son site, on n'achète plus. Donc avec la loi Dodd-Frank, on ne peut plus acheter. Par exemple, les entreprises américaines ne peuvent pas acheter des minerais qui passent par un site minier qui n'est pas celui qui était certifié. Ils n'achètent pas. Donc la loi Dodd-Frank pratiquement les punit. Et alors, chez nous, faudrait-il peut-être, au niveau du code minier, il y a des sanctions qui sont connues, mais peut-être, c'est dommage peut-être que le représentant du ministère ne soit pas là. Sinon, faut-il une autre loi supplémentaire? Je ne crois pas. Je crois qu'avec ce qu'il y a au niveau du code minier et ce qu'on va mettre au niveau du règlement minier qui va sortir bientôt, je crois, on va pouvoir lutter un peu contre ce trafic-là. Oui, ce que je voulais dire aussi, en fait ici, souvent,
ceci a commencé beaucoup plus à cause de la RDC. Parce que dans l'opinion de beaucoup de gens, surtout le monde extérieur, ils croient que tous les minéraux que le Burundi exporte, que le Rwanda exporte, même l'Ouganda, que ça vient probablement du Congo. Et alors c'est pour protéger justement, c'est pour appliquer un peu cette loi Dodd-Frank qu'on est en train de mettre toute cette traçabilité, cette certification. Oui.